Bonjour chers élèves, c'est M. Dian, professeur, n'est-ce pas, au lycée Guignabo de Ziguinchor et en même temps professeur au collège Marie Curie. La leçon du jour portera sur les relations Est-Ouest. C'est aussi la leçon numéro 2 du programme de la classe de terminale en histoire. Donc cette relation, quand on dit Est-Ouest, vous savez que après le règlement du conflit, nous avons senti que la méfiance s'est installée, n'est-ce pas, au sein de la Grande Alliance. Cette méfiance, c'est entre qui et qui? Les États-Unis et l'URSS. Et cette méfiance va entraîner plus tard quoi? La rupture à partir de 1940-47. Vous savez que la victoire sur les puissances de l'Axe en 1945 suscite un grand espoir de paix. Mais au lendemain du conflit, les deux principaux pays vainqueurs, à savoir les États-Unis et l'URSS, ne parvenaient pas à surmonter leur rivalité et leur méfiance réciproque, s'acheminant vers quoi? La rupture de la Grande Alliance qui intervient en 1947. Commence alors ce qu'on appelle une nouvelle période, qu'on appelle la guerre froide, c'est-à-dire une période durant laquelle les deux grands s'abstiennent de recourir aux armes l'une contre l'autre. L'expression guerre froide a été employée, vous le savez, pour la première fois par le prince Juan Manuel d'Espagne, qui a été reprise par le financier américain Bernard Baruch au début des années 1947. Mais donc cette expression a été popularisée par un grand journaliste du nom de Walter Lippmann. Elle désigne habituellement la confrontation idéologique et politique soviétique et américaine qui a suivi la dislocation, c'est quoi? La rupture après 1945 de la coalition anti-hitlérienne entrecoupée des périodes d'apaisement. Donc, pour commencer, n'est-ce pas, cette leçon, on est obligé, n'est-ce pas, de revenir sur un point très important, c'est quoi? Grand 1, de l'entente à la rupture. Quand on dit l'entente, c'est la période, n'est-ce pas, où tout allait bien dans la Grande Alliance, où, n'est-ce pas, les relations étaient au beau fixe. Maintenant, quand on dit de l'entente à la rupture, cela veut dire quoi? L'alliance entre les États-Unis et l'URSS contre leur ennemi commun, c'était qui? Adolf Hitler. Mais on a constaté quoi? Qu'après la Seconde Guerre mondiale, une méfiance s'installe entre les deux superpuissances et conduit à la rupture. La rupture, c'est quoi? Il y a des échanges de discours hostiles. Ça veut dire quoi? La doctrine Truman, le plan Marshall et la doctrine de Julanov. Quand on dit doctrine Truman, n'est-ce pas, va présenter lors de son discours, n'est-ce pas, le 12 mars 1947, devant la Chambre des Congrès, en disant quoi? Que les États-Unis ont une nouvelle politique. C'est une politique qui vise à faire quoi? À endiguer, à bloquer ce qu'on appelle le containment, l'expansion du communisme. Automatiquement, Julanov va répliquer en disant que lui, n'est-ce pas, sa doctrine porte sur quoi? Sur l'expansion. Donc on a, après les deux déclarations, on constate quoi? Ce sont les déclarations vont peser sur la scène internationale parce qu'elles vont être considérées comme une déclaration de guerre, mais aussi la fin de la rupture entre les deux grands. Ceci entraîne quoi? La formation des blocs et les premières crises entre 1947 et 1953. Quand on dit bloc, donc vous savez qu'après la rupture, on a Est et Ouest. Le bloc de l'Est, c'est le bloc, n'est-ce pas, composé par, où on a un leader qui est l'URSS, et le bloc de l'Ouest, on a un leader qui s'appelle États-Unis, on l'appelle aussi le capitalisme. Vous savez que les blocs sont des regroupements de pays ayant à leur tête une puissance protectrice et unie au plan économique, politique, militaire et stratégique. Il s'agit donc du bloc de l'Est et du bloc de l'Ouest né en 1947. 47 qui est une date très importante parce qu'elle manque la rupture. Maintenant, on va essayer d'étudier les deux blocs. D'abord, le bloc de l'Ouest. Sur le plan politique, on a quoi comme système? Le capitalisme, avec une même politique étrangère. Au plan économique, on a ce qu'on appelle l'OECDE, mais aussi on a le plan Marshall. Au plan militaire, n'est-ce pas, c'est surtout ce qu'on appelle quoi? Les alliances. Les alliances, on a devant vous, on a, n'est-ce pas, plusieurs alliances. Dans le bloc de l'Ouest, on a surtout l'OTAN, on a ce qu'on appelle le pacte de Bagdad, l'OTAS, l'ANZUS, n'est-ce pas, etc. Et donc, dans le bloc de l'Est, on va voir sur le plan politique idéologique, contrairement au bloc de l'Ouest, qui est basé sur le capitalisme, le bloc de l'Est, on a le communisme, avec une même politique idéologique. Au plan économique, l'Ouest a présenté ce qu'on appelle quoi? Le plan Marshall, avec 13 milliards de dollars, dont 90% de dons, 10% de prêts. Mais ici, vous savez bien que l'URSS n'a pas assez de moyens pour proposer ce que les Américains vont proposer. Ils proposent quoi? KM. KM, c'est quoi? C'est Conseil d'assistance économique mutuelle, qui va entraîner quoi? Qui propose la mise en place d'un marché commun, où il y aura la libre circulation des biens et des personnes. Mais regardez au plan militaire, contrairement, n'est-ce pas, au bloc de l'Ouest, où on a l'OTAN, OTAS, ANZUS, pacte de Bagdad, mais dans le bloc de l'Est, on a une seule alliance qu'on appelle le pacte de Varsovie. Ceci, n'est-ce pas, cela montre quoi? Que les blocs sont organisés. On s'achemine vers quoi? Vers les deux grandes crises. C'est quoi? C'est la crise de Berlin en 48-49 et la guerre de Corée. Vous avez ici, au niveau de l'image, on a ce qu'on appelle quoi? Ce plan, l'Allemagne qui est divisée en trois parties.
Une partie, comme on l'avait dit depuis Potsdam, une partie réservée aux Américains, une partie réservée aux Anglais, une partie aux Français, mais aussi une partie réservée aux Russes. Mais si vous voyez très bien, qu'est-ce qui a amené ce blocus de Berlin? En 1948, vous vous rappelez très bien, après le coup de Prague, le coup de Prague, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons constater tout simplement que les Américains, après, vont proposer à leurs amis, qu'on appelle France et l'Angleterre, de réunir les 3 zones en une seule zone, qu'on appelle trizone, mais aussi de mettre en place ce qu'on appelle quoi? Une monnaie très forte, qu'on appelle le Deutschmark. Staline, n'est-ce pas, a dit, si ce projet passe, l'Est aura de sérieux problèmes. Automatiquement, il dit, je vais mettre en place une stratégie pour essayer de décourager, n'est-ce pas, la partie ouest pour accomplir ce projet qu'on appelle la réunification des 3 zones en une seule zone. Automatiquement, il propose de mettre quoi? Le blocus de Berlin. Ce blocus consiste à faire quoi? Vous voyez la couleur rouge. C'est une frontière, n'est-ce pas, entre l'URSS et le bloc de l'Ouest. Automatiquement, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va bloquer l'accès terrestre, l'accès ferroviaire. Mais, vous avez vu, sur cette carte, on a décidé de petits avions. Cela veut dire quoi? La partie ouest va proposer quoi? Ce qu'on appelle quoi? Un pont aérien. Et ce pont aérien va ravitailler tout à fait à droite. Vous voyez un avion, n'est-ce pas, avec des gens en bas. C'est les avions qui descendaient, qui quittaient la partie ouest de Hambourg, Hanovre jusqu'à Francfort en direction de la partie ouest pour ravitailler. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, Staline va constater quoi? Que son projet est un échec. Et l'échec va entraîner quoi? La création de 2 Allemagnes, la RDA et la RFA. Après cette crise, on va s'acheminer vers quoi? La crise de la guerre de Corée. Donc la guerre va se déplacer de l'Europe, elle va en Asie. Ou Corée. Corée, n'oubliez pas, fut, n'est-ce pas, une ancienne colonie du Japon, mais après la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui va se passer? On va confier la Corée du Nord aux Russes et la Corée du Sud, on va le confier aux Américains. Mais qu'est-ce qui va se passer? En certain moment, en 1950, on va constater que la partie Nord, n'est-ce pas, va vouloir occuper la partie Sud pour, n'est-ce pas, les soviétiser. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez, il y a on a mis les numéros 1, 2 et 3. Le numéro 1, c'est quoi? Offensive nord-coréenne. Donc les flèches que vous voyez, n'est-ce pas, descendre du nord au sud, c'est l'offensive nord-coréenne, juin-août 1950. Maintenant, le numéro 2, c'est quoi? C'est contre-offensive. C'est quoi contre-offensive? Le nord, le sud, n'est-ce pas, avec l'appui des États-Unis sous la bannière de l'ONU en septembre-octobre 1950, vont essayer de repousser, n'est-ce pas, les Sud-Coréens, les Nord-Coréens jusqu'au niveau de la frontière avec ce qu'on appelle la Chine. Jusqu'aux frontières de la Chine, qu'est-ce qui va se passer? Les Chinois, n'oubliez pas, Mao est arrivé en 1940, on est en 1950, il va donner un coup de main, n'est-ce pas, à la partie nord qu'il considère comme ses frères de parti. Automatiquement, le numéro 3, c'est quoi? Contre-offensive des troupes nord-coréennes et chinoises, novembre 50, janvier 51. Qu'est-ce qui va se passer? On va repousser encore, n'est-ce pas, l'ONU sous la bannière des États-Unis jusqu'au niveau du Sud. Qu'est-ce qui va se passer? Heureusement, comme on dit, le malheur des uns et le bonheur des autres, parce qu'il y aura en 1953 la mort de qui? Staline. Staline n'est plus là, il sera remplacé par qui? Par Khrouchtchev. Khrouchtchev arrive, il va jouer la carte de la négociation jusqu'à, n'est-ce pas, stabiliser la ligne du cessez-le-feu le 27 juillet 1953, qui met fin, n'est-ce pas, à cette guerre lors du traité de Panmunjom. Automatiquement, n'est-ce pas, l'arrivée de ce M. Khrouchtchev va annoncer une nouvelle ère très importante qu'on appelle la coexistence pacifique et la détente. C'est une ère d'apaisement, contrairement à la première période où Staline, n'est-ce pas, était dans la logique, n'est-ce pas, d'une confrontation, n'est-ce pas, directe, mais là, on voit que ce M. Khrouchtchev, n'est-ce pas, va proposer une détente qu'on appelle la coexistence pacifique entre 1953 et 1962. Les causes, vous le savez, comme je l'ai dit tantôt, Staline n'est plus là. Aux États-Unis, Truman n'est plus là, donc c'est quoi? Changement de président, n'est-ce pas? On a Eisenhower qui succède Truman, Khrouchtchev va prendre la place de Staline après sa mort. Il y a aussi quoi? L'émergence du tiers-monde à la conférence de Bandung en 1955. Il y a une troisième cause, c'est l'éclipse de la terreur. C'est quoi l'éclipse de la terreur? Les Russes ont la bombe atomique en 1949. Les États-Unis ont aussi la bombe atomique. Ça signifie quoi? Les deux sont, n'est-ce pas, à force égale militairement. Le troisième, c'est quoi? Essoufflement économique des deux superpuissances liées à la course aux armements. Vous savez que la course aux armements entraîne des dépenses. Ces dépenses-là, n'est-ce pas, l'URSS avait du mal à les supporter. Et Khrouchtchev a dit, la meilleure solution, c'est de marquer une pause, mais se préparer pour essayer de rattraper ses concurrents. Comment se manifeste, n'est-ce pas, la coexistence pacifique? Il y a ce qu'on appelle des gels des relations Est-Ouest avec le règlement de la crise de Corée en juillet 1953.
l'Indochine en juillet 1954, mais aussi il y aura la rencontre entre les présidents américains et soviétiques pour la première fois. Pour la première fois, on aura une rencontre entre Khrouchtchev, n'est-ce pas, qui va aller à Londres, qui part à Paris, qui rencontre, n'est-ce pas, à Vienne, ce qu'on appelle Kennedy. Cela montre quoi? On est dans une ère où c'est une confrontation idéologique, mais pas une confrontation directe ou militaire. Mais ce monsieur arrive, Khrouchtchev, il va dissoudre le Comintern. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va redynamiser les échanges entre l'Est et l'Ouest. Mais vous savez que même si c'est une période de détente, on va constater qu'il y a des limites. Les limites, c'est quoi? C'est les deux crises. La crise de Berlin, qu'on appelle la deuxième crise de Berlin, qui va entraîner la construction du mur, et ce qu'on appelle quoi? La crise de Cuba. Ici, on a la crise de Cuba. Cuba, c'est où? Cuba se trouve à quelques kilomètres, n'est-ce pas, des États-Unis, à quelques kilomètres, je peux dire, n'est-ce pas, d'une grande ville qu'on appelle Miami. Cuba, qui était au pouvoir, c'est Fulgencio Batista. Il est au pouvoir, mais au fond, n'est-ce pas, on a compris que, n'est-ce pas, que ce sont les États-Unis qui sont derrière, qui dictent, n'est-ce pas, la politique de ce pays. Et n'oubliez pas que les Américains avaient construit, vous voyez, la base militaire de Guantanamo. C'est pour montrer quoi? Ils ont une présence militaire, une présence économique. Mais qu'est-ce qui va se passer? Un jeune Cubain du nom de Fidel Castro, n'est-ce pas, en certain moment, il va vouloir changer, n'est-ce pas, l'histoire de ce pays en proposant quoi, avec son ami Che Guevara, de renverser définitivement, n'est-ce pas, ce monsieur qu'on appelle Fulgencio Batista. Et heureusement, son coup d'État va réussir et il va venir au pouvoir. Et quand il arrive au pouvoir, il va montrer clairement sa ligne politique, c'est quoi? C'est le communisme. Les Américains ont peur. Pourquoi? Parce qu'un communiste devant la porte des États-Unis, c'est un danger c'est un danger très grave pour eux. Qu'est-ce qui va se passer? Ce monsieur qu'on appelle Fidel Castro va avoir des liens, ou bien va signer des pactes, ou bien une alliance militaire avec l'URSS. Les Russes en profitent pour installer ce qu'on appelle quoi? Des rampes à tête nucléaire. Vous le voyez, ce sont, n'est-ce pas, comme des sortes de pièces, des puzzles rouges qu'on a. Vous voyez, ils sont au nombre de 3. Qu'est-ce qui va se passer? Les Américains vont découvrir ces installations. Et ces installations, vous voyez, si jamais on lançait ces bombes, regardez, sur un rayon de 1800 km, c'est quoi ce qu'on appelle rayon d'action des fusées. Donc si on lance ces missiles à tête nucléaire, ça peut toucher quoi? Dallas, Nouvelle-Orléans, Atlanta jusqu'à Washington. Cela va entraîner quoi? Une crise. Qui est au pouvoir? C'est M. Kennedy qui est au pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? Kennedy va réagir. Comment il va réagir? Il va tout simplement appeler son ami qu'on appelle Khrouchtchev pour lui dire quoi? Je te demande, je ne te demande pas, je ne te supplie pas, mais j'exige que tu enlèves tes rampes à tête nucléaire parce que ça nous dérange. Et automatiquement, cela va entraîner quoi? Une crise très profonde entre l'URSS et les États-Unis. Dans cette crise, on a frôlé de peu une troisième guerre mondiale. Cela veut dire quoi? Si Kennedy avait accepté de suivre ses généraux, et si, n'est-ce pas, ces généraux ont pu convaincre ce monsieur jusqu'à quoi? Entraîner, n'est-ce pas, ce qu'on appelle quoi? Une attaque militaire, l'URSS va soutenir Cuba et on risque, n'est-ce pas, de s'acheminer vers une troisième guerre mondiale, mais qui sera une guerre nucléaire, mais qui sera considérée comme une suicide collectif. Heureusement, ils trouveront une solution en 1962. Ce monsieur Khrouchtchev accepte d'enlever ces rampes à tête nucléaire et on a retrouvé ce qu'on appelle quoi? Enfin, la paix, n'est-ce pas, entre les deux. Et cette paix sera matérialisée par quoi? Par l'installation d'un téléphone rouge entre Washington et Kremlin qui automatiquement va entraîner, n'est-ce pas, une nouvelle ère. On le verra après, c'est la détente. Là, c'est le mur de Berlin en 1961. La construction du mur de Berlin. Mur de Berlin, n'oubliez pas, la première crise a entraîné la séparation de l'Allemagne en deux. RFA, RDA, Berlin-Est, Berlin-Est. Ici, on s'achemine vers quoi? Une construction que Kennedy appelle quoi? Le mur de la honte. Ce mur va, n'est-ce pas, diviser cette ville sur presque 150 km. Deux villes, une capitale où les gens avaient presque, je peux dire, le même espace de vie. C'était des parents, des cousins qui habitaient ensemble. Aujourd'hui, on décide de les séparer. À cause de qui? À cause de l'URSS qui a peur, parce qu'il a vu que les gens de l'Est se déplacent vers l'Ouest à la recherche, n'est-ce pas, d'une vie meilleure. Et l'URSS a dit, devant cette situation, qu'est-ce qu'on doit faire? On a dit, la meilleure solution, c'est de bloquer, c'est de barricader, c'est d'empêcher aux gens de l'Est d'aller à l'Ouest. Pourquoi? Parce que sinon, l'Est risque de se vider. Et donc, cette crise va se terminer par quoi? Par la construction du mur de Berlin. Et donc, après ces deux crises, on s'achemine vers une troisième phase, troisième période très importante qu'on appelle la détente. Donc, cette détente commence en 1962 et va se terminer en 1975. Donc, 1962, n'oubliez pas, après la fin de la crise de Cuba, on s'achemine vers une troisième période qu'on appelle la détente. Quelles sont les causes de la détente?
Il y a l'effet de la crise de Cuba qui a entraîné quoi? L'installation du téléphone rouge, mais il y a aussi l'équilibre de la terreur. Troisième cause, la fissuration des blocs. Quand on dit fissuration des blocs, ça veut dire que dans les deux blocs, en Chine, il y aura, non, dans le bloc l'Est, la Chine va se rebeller. Dans le bloc l'Ouest, la France aussi va se rebeller. Et donc ces fissurations, ce sont des crises internes. Et ces deux, on dit, règle d'abord les crises internes avant de s'occuper, n'est-ce pas, des crises internationales. Ce qui fait que cette détente est la bienvenue. Ça va permettre à ces deux camps de régler un problème. Ce sont les instabilités qu'on trouve dans les crises. À l'Est, n'est-ce pas, il y aura Tchécoslovaquie, même, n'est-ce pas, avec ce qu'on appelle quoi, le printemps de Prague. On a, n'est-ce pas, ces pays-là qui vont vouloir avoir plus de liberté, mais l'URSS va envoyer de l'armée rouge pour mater ces gens-là, pour complètement détruire ces révoltes. Donc l'Est a de sérieux problèmes, mais à l'Est aussi, États-Unis est victime de quoi? Du révolte, n'est-ce pas? De qui? La France. La France va se révolter. Elle se révolte du moins, et cela va entraîner une instabilité au sein du bloc de l'Ouest. Troisième point, toujours c'est quoi? La détérioration de la situation économique. Vous n'oubliez pas qu'on est dans la logique, n'est-ce pas, d'une course aux armements et ça coûte excessivement cher. Donc c'est pour cela, après une crise forte, les gens ont besoin, n'est-ce pas, de se reposer, n'est-ce pas, pour régler la situation économique. Mais comment elle se manifeste, la détente? Elle se manifeste par quoi? La mise en place de la politique de rapprochement entre la RFA et la RDA, qu'on appelle l'ost politique. Qui va initier ce projet? C'est Willy Brandt. Willy Brandt qui était le chancelier, n'est-ce pas, de l'Allemagne de l'Ouest, qui va vouloir mettre l'ost politique pour tout simplement rapprocher les deux Allemagnes en vue, n'est-ce pas, d'une réunification, n'est-ce pas, de ces deux blocs qu'on appelle Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, RFA et RDA. Mais aussi, la deuxième manifestation, c'est quoi? La fin de la guerre du Vietnam. Troisième, la signature des TNP, qu'on appelle traité de non-prolifération numérique en nucléaire du en 1968. Troisième, signature des accords de SALT en 1972. Après quoi, fin de la guerre du Vietnam et les accords d'Helsinki. Donc on peut dire quoi? La détente, elle se manifeste par la signature de beaucoup d'accords. Elle se manifeste par la fin d'une guerre qu'on appelle la guerre du Vietnam. Il y a les accords d'Helsinki. Donc l'ensemble de ces accords, n'est-ce pas, qui se manifestent lors de cette période, montrent que franchement, ces deux veulent l'apaisement. Ils sont dans la logique de quoi? D'apaiser les tensions, mais tout faire pour qu'il y ait moins de confrontation. Et malheureusement, on va s'acheminer vers une autre période encore de tension. Donc après une période de crise, on enchaîne une période de rapprochement, mais on va vers aussi une crise qu'on appelle aussi la guerre fraîche et la fin de la guerre froide, c'est 75-91. Mais cette partie, on va la diviser en deux séquences. Il y a la guerre fraîche, 75-85, mais c'est une guerre fraîche, mais il n'y a rien de fraîche dedans, parce que c'est une période de tension entre ce qu'on appelle les deux blocs. Donc on va voir les causes de la guerre fraîche. Ces causes, c'est quoi? Il y a les chocs pétroliers en 1973. Et en 1979, il y a fragilisé par les deux grands. Chacun veut garder sa zone d'influence. Deuxième, c'est quoi? Démission en 1974 de Nixon, suite à l'affaire Watergate. C'est quoi? Watergate, c'est l'histoire des écoutes téléphoniques illégales des républicains envers les démocrates, qui va entraîner une crise interne aux États-Unis. Troisième, percée soviétique au Cambodge en 1975, Nicaragua en 1979, en Afghanistan en 1979 et aussi en Afrique. Ça signifie quoi? Les États-Unis ont profité de la situation d'instabilité politique, de la crise, n'est-ce pas, politique aux États-Unis, liée par l'affaire Nixon, mais aussi par le bourbier vietnamien, pour étendre leur influence à travers le monde. N'oubliez pas que les Russes ont dit quoi? Leur politique, comme l'avait dit Juranov, c'est une extension, c'est dominer, occuper le maximum de territoire pour que l'URSS devienne le système politique le plus coté de la planète, mais aussi le plus utilisé. Ce qui fait que, durant cette période d'instabilité, ils vont faire des percées politiques au Cambodge, Nicaragua, Afghanistan, en 1979, mais aussi en Afrique. En Afrique, c'est quoi? Ils vont côtoyer, ils vont flirter avec ce qu'on appelle qui? Avec les colonies, n'est-ce pas? Comme on prend l'exemple de l'Algérie, l'exemple de l'Angola, etc. Ces pays vont bénéficier de l'appui de l'Union soviétique pour la lutte, n'est-ce pas, pour l'indépendance, et aussi lutter contre les colonies, parce que n'oubliez pas que les puissances coloniales étaient des puissances qui étaient dans le camp capitaliste. L'URSS a dit, voici une occasion qui nous a été offerte pour lutter contre ce qu'on appelle l'influence du colonialisme. Donc c'est pour cette raison qu'ils vont aider, financer certains pays africains pour faire face à cette lutte anticoloniale. Comment elle se manifeste, la guerre fraîche? Elle se manifeste par quoi? Le retour, n'est-ce pas, de la vraie logique des blocs et la course aux armements. Deuxième point, forte implication des superpuissances dans les conflits localisés. Afghanistan, Mozambique, Nicaragua, Guatemala.
refus de ratifier les accords de Salzbourg signés en 1979, boycott des Jeux Olympiques de Moscou en 1980 par les Américains, mise en place d'un programme IDS, Initiative Défense Stratégique par Ronald Reagan, ou guerre des étoiles. Troisième, c'est quoi? Installation des missiles SS-20 par l'URSS et les Pershing 2, les cruisers par l'OTAN en Europe. Troisièmement, l'embargo sur les livraisons, n'est-ce pas, du blé en URSS. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette manifestation, tout ce qu'on a dit, montre quoi? Qu'il y a une reprise de la tension, n'est-ce pas, entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc là, on a le plan qui nous montre l'IDS. L'IDS, c'est un projet qui coûte maximum 100 milliards de dollars, n'est-ce pas, initié par Ronald Reagan, qui est une sorte de bouclier antimissile pour protéger ce qu'on appelle quoi? L'espace des États-Unis contre une éventuelle, n'est-ce pas, attaque nucléaire de la part des Américains. Et on s'achemine vers la dernière partie qu'on appelle une nouvelle détente et la fin de la guerre froide. 1985-1991. Nouvelle détente est marquée par qui? L'arrivée de Mikhail Gorbatchev au pouvoir. Et ce monsieur va signer l'acte de décès. Ce monsieur va entraîner quoi? La fin de la guerre froide. Comment? Parce que ce monsieur, quand il est venu, il n'a pas la même philosophie que ses prédécesseurs. Lui, il a dit quoi? Il est venu, il y a des problèmes. Et il a dit la meilleure façon, n'est-ce pas, de régler le problème, c'est d'abandonner la guerre. L'argent qu'on injectait dans, n'est-ce pas, la cause aux armements, la population en a besoin. Qu'est-ce qui va se passer? Ce monsieur Gorbatchev arrive et déclenche des réformes économiques. Des réformes qui sont au nombre de deux. La perestroïka qu'on appelle la restructuration et la transparence qu'on appelle glasnost. Automatiquement, il y a ouverture mutuelle de plusieurs sommets, États-Unis, URSS, ils vont se rencontrer. Le traité de Washington sur les forces nucléaires intermédiaires en 1987 entre Ronald Reagan et Gorbatchev. Le traité de START 1 signé en juillet 1991 à Moscou entre Bush et Gorbatchev. Ça veut dire quoi? On est dans une période où les deux pays ont la ferme volonté d'arrêter cette guerre. Cette guerre qui a duré longtemps, de 1945 jusqu'en 1991. Deuxième, n'est-ce pas, et troisième, ce qu'on appelle point, c'est la résolution des conflits. Ces deux pays vont tout faire pour résoudre des conflits en Angola. Parce que tout le monde savait qu'en Angola, il y a des parties qui étaient soutenues par les États-Unis, il y a une autre partie qui est soutenue par l'URSS. Aussi au niveau du Cambodge, Nicaragua et enfin le retrait des soviétiques en Afghanistan. Donc l'ensemble de ces résolutions ont montré quoi? Que ces deux pays veulent la paix. Et la paix, ça ne se déclare pas, ça demande des actions concrètes. Et voici ces actions, n'est-ce pas, qui sont là. Retrait des soldats en Afghanistan, fin du conflit en Angola, au Cambodge, Nicaragua, etc. Qu'est-ce qui va se passer? La fin de la guerre froide. Quels sont les points qui sont là, qui nous permettent d'affirmer qu'on est dans cette fin de la guerre froide? Il y a ce qu'on appelle quoi? Ils vont signer. Principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays frères dans le bloc de l'Est et qui met fin à la souveraineté, ce qu'on appelle quoi? Limité des doctrines de Brezhnev. Il y a le retrait des soviétiques en Afghanistan. Et enfin, la destruction du mur de Berlin, que Kennedy, n'est-ce pas, qualifié le mur de la honte en 1989. Donc un symbole fort va tomber. Et ce symbole-là, n'est-ce pas, tombe et entraîne quoi? La réunification de l'Allemagne, le 3 octobre 1990. Mais il y aura quoi? L'implosion de l'URSS. C'est quoi l'implosion? L'URSS, qu'on appelait Union des républiques socialistes, va éclater. C'est quoi? Ces pays qui étaient avec l'URSS, certains vont prendre leur indépendance, mais sortir complètement de ce bloc pour devenir des pays indépendants qui sont plus, n'est-ce pas, sous, n'est-ce pas, tutelle de l'URSS. Il y aura quoi? La fin de la bipolarisation de la guerre froide. Mais là, regardez l'implosion. On a l'URSS, tous les pays que vous voyez, n'est-ce pas, comme Ukraine, Géorgie, tous ces pays-là vont sortir indirectement, n'est-ce pas, de l'URSS. Maintenant, regardez, on n'a pas écrit l'URSS, mais on a écrit la Russie. Cela veut dire quoi? L'implosion entraîne quoi? L'indépendance de tous ces pays qui vont abandonner l'URSS automatiquement. Cela entraîne quoi? L'arrivée, la naissance d'un nouveau État qu'on appelle Russie. L'URSS n'existe plus parce que ce n'est plus union, parce que ces pays qui étaient avec l'URSS l'ont abandonné. Et ceci montre, n'est-ce pas, qu'on s'achemine vers une guerre, vers la fin de la guerre froide. Regardez ici, tantôt ce que j'avais dit, le mur de Berlin. Ce jour mémorable, ce jour que les Allemands attendaient. Regardez, il y a des gens qui ont escaladé des murs et d'autres, n'est-ce pas, les temps la main pour les faire traverser. C'est pour montrer quoi? Ce jour marque quoi? La fin de la guerre froide, mais aussi marque, n'est-ce pas, le début d'une Allemagne qui va essayer de tourner la page, mais attaquer l'avenir. Mais ces images aussi montrent quoi? Quand le symbole tombe, qu'on appelle le mur, mais aussi en même temps, le bloc de l'Est tombera et qui mettra fin
à la guerre froide. Pour la conclusion, on dira quoi? La division en deux de l'Europe pendant presque 40 ans fut la conséquence de l'affrontement entre les deux superpuissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe fut pendant cette période un enjeu permanent entre l'Est et l'Ouest. La situation en Europe a constamment reflété les relations entre les deux superpuissances. Mais la fin de la guerre froide a permis la réunification de l'Allemagne et de l'Europe. Je vous remercie, chers élèves.